Quand tu as un style qui est pas forcément plaisant, il faut que tu te crées un personnage qui soit plaisant. Il faut que tu aies quelque chose qui plaise. Si c'est pas ta façon de combattre, il faut que ce soit ta façon de parler. Welcome back, ladies and gentlemen. Mathieu, il va falloir qu'on parle du cas Manon Fiorot. Dana White l'a annoncé, elle sera de retour, donc normalement, pour le 30 mars 2024 contre Erin Blanchfield. Carrément. Elle va arriver sur ce combat certainement très en colère, puisque Erin, elle lui a simplement volé sa place de deuxième de la catégorie des flyweight. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Manon, on va faire un petit rappel justement de qui elle est, sa carrière. Alors Manon, elle s'entraîne au Boxing Squad de Nice, sous le coaching de Adric Cassata, et à côté de top prospects français comme Axel Sola et Virgil Hogan, pour ne citer que. Ils ont très bien performé à la RES le week-end dernier. Alors Manon, très gros parcours amateur, elle a fait championne du monde 2017 à l'IMAF, puis après enchaîné avec une belle carrière professionnelle. Une carrière professionnelle qui a quand même débuté avec un faux départ, puisque son premier combat pro, elle l'a perdu, c'était au Cage Warrior, contre un adversaire solide qui est aujourd'hui au Bellator, donc c'est pas non plus une défaite qui est inexplicable. Par contre, elle a fait qu'enchaîner, ça veut dire elle a fait que gagner, ça fait 11 victoires d'affilée. Maintenant, c'est 11-1, une défaite, premier combat, et ensuite, c'est 11 victoires d'affilée, dont 6 à l'UFC. Ça l'a directement fait accéder au classement de top 2 de l'UFC, qu'elle a malheureusement pas pu conserver, puisque Erin s'en est emparée récemment en remontant dans le classement d'une place. Et aujourd'hui, Manon est redescendue à la 3e place. Et donc, elle s'était emparée de 2 ceintures de 2 autres organisations, donc de l'UFC, l'Extreme Fighting Championship, et de l'UAE, très bonne organisation du Moyen-Orient. 2 organisations de taille intermédiaire, mais qui ont quand même un bon niveau, surtout pour l'UAE. Il y a pas mal de combattants intéressants là-bas. C'est une bonne passerelle pour arriver dans les grosses orgas. Alors du coup, je pense qu'on s'attendait quand même à voir Manon avoir une chance pour le titre, vu les performances justement qu'elle a réalisées à l'UFC, et son parcours sans faute aussi justement à l'UFC. Elle a été matchée contre Erin Blanchfield. Est-ce qu'il peut y avoir une explication par rapport à ça? Erin, elle performe pas mal en ce moment, même si elle est relativement peu connue du grand public, surtout du public français. Déjà que le MMA féminin, c'est pas particulièrement connu auprès des spécialistes de MMA, alors auprès du public français qui est encore très jeune, qui vient juste d'atterrir dans le MMA entre guillemets haut niveau, c'est normal que tous les noms ne résonnent pas encore. Mais pour faire un petit résumé, du coup, Erin, elle est actuellement classée 2e de la catégorie. Elle est sur 9 victoires d'affilée, dont 6 à l'UFC, donc exactement comme Manon. Et sur ses 4 derniers combats, c'est 3 finishes. Donc c'est pas juste des décisions, c'est pas juste des combats serrés, c'est vraiment des combats qui sont dominés. Et non seulement elle domine sur ses combats, et en plus elle domine sur des adversaires qui sont quand même relativement expérimentés, en la personne de Molly McCann, l'anglaise qui s'entraîne avec Paddy Pimblett, encore Jessica Andrade, Taylor Santos ou Gigi Aldrich. Donc c'est que des combattantes, pareil, qui sont pas forcément très connues du grand public, mais qui ont quand même une carrière qui est assez solide. Ouais. C'est pas juste des faire-valoir, c'est quand même des combattants qui sont intéressants. Donc c'est une bonne position pour Manon. Alors, donc aussi Manon, elle revient d'une victoire sur Rose Namajunas. Rose, donc, qui est ancienne championne des strawweight, donc la catégorie en dessous, parce que Manon évolue en flyweight. Elle a aussi tapé une ancienne prétendante au titre en la personne de Kathleen Chookagian. Ça a été son combat, son deuxième combat le plus récent. Le dernier étant celui de Rose, comme tu l'as cité, à l'UFC Paris, où elle a fait un combat fantastique. On va d'ailleurs un petit peu analyser certains points de ce combat, parce qu'il y a j'ai remarqué des grosses évolutions de Manon suite à ce combat, enfin en tout cas dans ce combat. Alors voilà, donc Manon, avec ses 2 dernières performances, et des sacrées performances, on s'attendait à ce qu'elle soit mise directement en tant que prétendante au titre pour la ceinture, face à Alexa Grasso. Et en fait, il y a une autre vie qui s'est mise dans l'équation, à savoir Zhang Weili. Donc Zhang, qui est championne de la catégorie en dessous, qui a un nom énorme, pareil que Rose Namajunas. Un sacré morceau. Voilà. Et en fait, Zhang, elle a fait un call-out à Alexa Grasso en disant les fans seraient peut-être intéressants pour un combat pour l'UFC 300, donc champion contre champion. Enfin, championne contre championne. Et ce à quoi Alexa Grasso, elle a répondu, en gros, ouais, ça me botterait bien. Et en fait, à partir de là, Manon s'est fait griller la place. Double raison de performer sur le prochain combat. Manon, justement, a fait un tweet. Alors, ça ne lui ressemble pas, parce que Manon, elle est quand même relativement discrète sur les réseaux. Il n'y a pas de trash talk, il n'y a rien du tout. Et elle a tweeté. Alors, je vais lire ce tweet. Salut Weiling, je pense que tu peux attendre parce que la file d'attente, elle est déjà quand même pas mal occupée. Et je viens déjà de taper la fille qui t'a botté le cul. Ouais, effectivement, et Alexa... ça ressemble pas à Manon. Et Alexa aussi, s'il te plaît, n'oublie pas que j'étais blessé quand t'as eu ta ceinture. Donc je suis prête à combattre, même si ça veut dire que je dois aller me taper au Mexique. Donc voilà, Manon bien remonté, des propos qui ne lui ressemblent pas, mais voilà, je pense que quand tu vas quand même faire des très grosses performances et que tu te fais voler la place... Peut-être quoi être énervé, peut-être quoi vouloir botter des culs, quoi. Donc voilà, une attitude qui ne ressemble pas forcément à celle que Manon a pu nous proposer auparavant. Et une autre petite info, apparemment l'équipe de Manon, donc le Boxing Squad, Aldric, tout ça, aurait appris ce combat via Instagram, en même temps que nous en fait.
J'avais entendu ça aussi. Donc t'imagines, tu penses sur ton prochain combat que c'est la ceinture, puis on te dit non, en fait, tu vas affronter la deuxième, mais on te prévient pas. Tu le verras sur les posters, tu le verras sur l'affiche. Voilà pour ce qui est du parcours de Manon, pour ce qui est du profil de Erin. On va préciser un petit peu plus comment techniquement elles évoluent tous les deux. Que Erin, c'est quand même une combattante particulière. Elle a des qualités qui sont indéniables et qui pourraient peut-être potentiellement mettre en danger Manon. Déjà, c'est un petit bulldozer, hein. C'est un petit bulldozer, ça veut dire elle est course sur pattes. Sur ce combat, elle sera plus vite que Manon, elle va rentrer dans l'art. La seule solution pour gagner, c'est vraiment de rentrer dans l'art. Et c'est ce qu'elle fait très bien dans ses combats. Elle gagne la plupart de ses combats en mettant la pression, en mettant le marché avant tout simplement, et en travaillant sur les contres en fait. Elle arrive très très bien à mixer la lutte et l'anglaise. Elle a un striking qui est tout à fait, même si elle KO pas avec son anglaise, elle a un striking qui peut être assez gênant pour lui faire oublier sa lutte. Et ça peut être assez chiant pour Manon. Dans le sens inverse, on a une Manon qui a très très bien évolué techniquement et stylistiquement. Au début, il était vraiment, je sais pas ce que tu en penses, mais je me souviens au début, il avait vraiment le style karaté 100%. Ça veut dire c'était plus une pratiquante de karaté qui faisait du MMA. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En tout cas, moi, c'était mon Très avis. grosse utilisation des kicks, surtout ces sidekicks. Beaucoup de travail en jambes, mais beaucoup de travail à distance en fait. Exactement. Beaucoup de travail, on va dire, purement karaté, dans le sens où il y avait les sidekicks au corps, où il y avait beaucoup de grosses rentrées avec le bras arrière en direct, où elle prenait quand même des risques, et surtout il y avait aussi son blitz, où elle faisait une sorte de jab direct avec un crochet derrière. Ouais, une Et je me grosse souviens, explosion, ouais. exactement, et je me souviens, ses premiers combats de l'UFC, c'était que ça. C'est-à-dire vraiment, c'était même technique encore, encore, encore et encore, et si tu fais toujours les mêmes techniques sur des combattants au niveau, elles vont enregistrer ton rythme, elles vont analyser tes techniques préférées, et elles vont te contrer sur ça. Et j'ai trouvé que sur son dernier combat, justement celui de Rose, à l'UFC Paris, qu'elle avait beaucoup, beaucoup évolué. J'ai l'impression qu'elle a vraiment épuré son style, dans le sens où elle a supprimé un petit peu de son style purement karaté, pour conserver que les avantages, c'est-à-dire la gestion de distance, des kicks intéressants. Il y a toujours les side kicks au niveau des jambes, un petit peu moins au niveau du corps, mais surtout un très bon travail de jab. J'ai l'impression qu'elle s'est rendu compte que les jambes pour aller à distance n'étaient pas suffisants. Et elle a vraiment développé ce jab qui lui a fait gagner son combat contre Rose, hein, puisque si on comptabilisait jab, ça compte comme la plupart de ses coups en anglaise. Et cette évolution, elle me rassure dans le sens où c'est parfaitement ce qu'il faut pour contrer une Blanchfield. Et après aussi, Manon, il y a quelque chose qui a son avantage, c'était son physique. En général, quand elle était face à son adversaire dans la cage, on avait toujours l'impression qu'elle était une KT au-dessus. Alors là, contre Blanchfield, je pense pas que ça sera un élément... Ouais, alors physiquement, pour le coup, même si Manon elle est un petit peu plus grande que Erin, c'est l'avantage d'allonge, il est pour Erin. Il est pour l'adversaire. Donc, et pareil, physiquement, elle est quand même aussi plutôt balèze. Ouais. Je pense qu'en termes de physique, ça va être plutôt équivalent. Et ça va être intéressant de voir ça, parce que j'ai l'impression que ce sera pas non plus le physique du Shukagian, parce que Shukagian, pour le coup, elle était vraiment énorme. Elle était plus Ouais. grande que Manon, plus épaisse. Je pense que ce sera pas non plus ce profil-là. Par contre, en termes ce sera un profil similaire. Par contre, là où je vois vraiment l'avantage pour Manon, c'est sur la vitesse. Manon, elle est quand même beaucoup, beaucoup plus rapide, on l'a vu. Elle était plus rapide que Shukagian, et Shukagian, dans mon sens, elle est plus rapide aussi que Erin. Erin, c'est vraiment un cran en dessous en termes de vitesse. Par contre, elle est peut-être plus durable. C'est le principal danger sur ce combat, c'est la durabilité d'Erin. Parce qu'en fait, dans la plupart de ses combats, elle gagne sur l'usure, elle met la pression, elle attend le contre, et ensuite elle t'amène au sol, et elle te contrôle ou elle te finit. C'est vraiment basé sur ça, sur avancer, avancer, avancer. Et les kicks, je pense, n'auraient pas été suffisants pour la faire reculer. Donc c'est bien que Manon ait développé une bonne anglaise, ce bon jab, parce que ça pourrait permettre de gagner du temps, de gagner la distance, de pouvoir surtout mieux manager son cardio, mieux gérer le cardio, puisque gérer la distance avec des kicks, c'est efficace, mais ça prend beaucoup d'énergie. Surtout les side kicks, surtout les blitz. Là, c'est plutôt l'anglaise, mais c'est des techniques qui demandent beaucoup d'énergie. Le jab, c'est pas du tout énergivore. C'est quelque chose qu'elle peut faire pendant 5 rounds. Donc c'est intéressant. Ce serait intéressant de voir si elle arrive à déployer le même jeu qu'elle a développé avec Rose. Du coup, après, en termes de game plan, qu'est-ce qu'elle pourrait appliquer justement pour aller taper Blanchfield? Et en même temps, derrière, qu'est-ce que Blanchfield peut faire pour taper Manon, tu vois? Erin, elle a une supériorité qui est indéniable, c'est dans le clinch. Son clinch, il est vraiment très très bien. Elle fait des très bons trips, des techniques un peu de gréco, où elle fait des inside trips, des outside trips. En fait, si elle arrive à te saisir, c'est un danger puisqu'elle te déstabilise. C'est pas juste des techniques de lutte classique, double leg, single leg, puisque ça, Manon défend très très bien. Donc ça, ce sera pas forcément un souci. On l'a vu sur l'ensemble de ses combats, il y a très peu de fois elle a été amenée au sol via ces techniques. Par contre, les techniques de déstabilisation, les techniques de trip, tous les athlètes ils peuvent tomber, même les meilleurs. C'est vraiment des techniques qui sont basées sur le rythme et qui sont vraiment pas basées sur la force, pas basées qui sont basées sur des choses particulières. Et c'est le principal danger pour Manon. Le fait que Erin mette la pression en anglaise, colle et déstabilise sur ses appuis Manon. Maintenant, le truc, c'est que pour faire ça, pour venir coller, pour venir triper,
il faut être collé, il faut être prêt. Il faut casser la distance, il faut Exactement. rentrer. Exactement. Et Manon, elle excelle à ça. Surtout au début avec ses kicks et aujourd'hui avec son anglaise. Aujourd'hui, c'est très très dur d'attraper Manon. Déjà avec le karaté basique, c'est dur de les attraper, mais un karaté basique avec une bonne anglaise, un peu comme Connor à l'époque où il utilisait sa karaté stance, Ouais. et il était quasiment insaisissable pour les lutteurs, ça va être très très dur pour Erin d'aller la chercher. Maintenant, si elle arrive à la coller, il va y avoir problème, parce que le clinch de Erin, il est vraiment très très fort. Après, Manon aussi, on a pu voir qu'elle refuse le clinch en fait dans les échanges. Elle va donc soit, comme tu dis, à l'empêcher avec ses kicks ou son anglaise, mais dès qu'il y a saisi, elle va pas chercher à faire un gros travail par rapport, enfin dans le clinch. Elle va vouloir se sortir directement quoi. Se dégager, c'est ce c'est ce que les adversaires de Erin avaient tenté de faire. En fait, dès qu'ils sentaient qu'il y avait un contact, ils voulaient se dégager. Et justement, Erin arrive bien à profiter de ces moments où justement la personne entre guillemets panique, où la personne cherche à créer de la distance pour la déstabiliser, la déséquilibrer et l'amener au sol. C'est vraiment des takedowns qui sont vraiment particuliers. Une fois que tu es attrapé, même si tu veux sortir, tu peux te faire amener au sol. Mais encore une fois, il faut pouvoir saisir. Moi, je pense que la principale difficulté, ça va être là, saisir Manon. Juste avec son jab, je pense qu'elle peut dominer le combat. Elle est très très rapide. Elle a une bonne gestion de distance. C'est largement suffisant. Elle aura largement assez le cardio pour tenir. Mais il faut rester concentré sur l'ensemble du combat. Si une fois tu te relâches, tu peux te faire déséquilibrer et tomber. Et Erin, elle est très très forte pour terminer le combat, pour finaliser. Et justement, alors pour rattraper Manon, il y aura un autre facteur qui sera important, je pense, c'est où se déroulera l'UFC. Est-ce que ce sera sur un UFC numéroté ou un UFC Fight Night, donc par exemple à l'Apex, parce qu'il faut savoir que la cage de l'UFC Apex, elle est plus petite que la cage des UFC régulières, donc numérotées. Donc qui dit cage plus petite, dit plus de facilité justement pour... Ça met en avantage les lutteurs à chaque fois. Hein. Nous, on le voit, par exemple, la cage de l'Hexagone, elle est toute petite. Dès que t'es avec un petit, tu fais un pas sur l'arrière, t'es dans la cage. Donc c'est un gros facteur pour les lutteurs, un gros facteur avantageant pour les lutteurs et désavantageant pour les strikers. Mais quand tu as une bonne gestion de distance, quand tu as des bons déplacements, que tu arrives facilement à changer ta direction, le sens dans lequel tu te déplaces, tu peux tromper les lutteurs, tu peux gagner du temps, même si tu as un petit espace, tu peux quand même te démerder. Manon, elle est très forte à faire ça. Elle a vraiment des déplacements qui sont nickel. Donc c'est sur papier, elle a toutes les armes pour surpasser Blanchfield. Après, ça reste un combat, comme d'habitude. Mais ouais, tout peut arriver, je suis très très confiant pour ce combat. Pour moi, Erin, elle n'a pas le striking de Chookagian. Elle n'a pas le striking de Rose, même si Rose, elle est trop légère, donc elle ne met pas forcément en danger avec ses frappes. Mais elle aura ni la vitesse ni la force de Chookagian. Elle aura juste une lutte que Manon n'a pas encore affrontée. Donc il faudra voir comment on réagit par rapport à ça. Donc là, après, vraiment, on peut se dire que la gagnante de ce combat, elle accédera à une chance au titre. C'est obligé, à moins qu'il y ait encore une autre douille derrière, mais sauf si par exemple, je sais pas, voilà, Zhang et Alexa Grasso se tapent, hop, il y a un rematch derrière, va falloir encore attendre. Bon, il y aura peut-être un titre intérimaire. Je sais plus s'il y a déjà eu de l'intérimaire chez les catégories féminines ou pas. Je pourrais pas te renseigner, je suis pas le spécialiste du MMA féminin. Alors après aussi, j'ai une petite réflexion par rapport au fait que pourquoi Manon, malgré son très gros parcours à l'UFC, ne s'est pas encore tapé pour la ceinture, parce qu'on a pu voir des gens, par exemple à l'image de Pereira, qui arrivent, font des perfs éclatantes et vont directement sur un title shot, tu vois. Est-ce que je peux te couper l'herbe sous le pied et dire la raison ou pas? Là, aujourd'hui, à l'UFC, pour moi, les classements, c'est juste sur le papier et puis point barre. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui fait une perf de malade, il peut directement accéder pour le titre. Il y a un mec qui fait un trash talk de malade, un mec qui a une très grosse fanbase, il peut aller couper la file et puis aller directement aussi pour le title shot. Maintenant, si je dois faire une comparaison avec un combattant masculin, ce serait Belal Muhammad. C'est-à-dire... on a quelqu'un de très efficace qui gagne ses combats, voilà, je vais pas dire sans trop grande difficulté, mais qui fait le taf, qui fait vraiment le taf. Mais derrière, c'est pas des performances éclatantes, c'est pas des trucs où tu fais waouh comme ça. Et c'est pas non plus des personnes qui ont, je vais pas dire qui dégagent une très grosse aura, mais qui sont relativement discrets, il n'y a pas de trash talk, il n'y a pas grand-chose. En alors fait, c'est dans cette direction que moi que je me dirigeais également, dans le sens où j'étais d'accord avec toi sur le fait que c'est vraiment sur l'aspect communication qu'il y a un problème, et je me demande si c'est pas lié le fait justement qu'elle se mette à tweeter, à chercher un peu les gens sur Twitter, même si ça lui ressemble pas, elle se rend compte en fait du marché, elle se rend compte qu'il y a une demande de la part des gens justement sur le buzz en fait, sur les bifs entre combattants, elle se rend compte que les gens s'intéressent à ça en fait, par exemple le bif Adesanya Pereira, ça a propulsé Pereira en haut de l'UFC. Donc il y a de la valeur à provoquer comme ça, avoir des mots en dehors de la cage et à être un petit peu plus vicieux, parce qu'en fait les gens ils s'intéressent à ton profil. Colby était très fort pour le faire, même s'il a un petit peu exagéré récemment, il était très fort pour le faire. Quand tu as un style qui est pas forcément plaisant, il faut que tu te crées un personnage qui soit plaisant. Il faut que tu aies quelque chose qui plaise. Si c'est pas ta façon de combattre, il faut que ce soit ta façon de parler.
Et s'il y en a justement aucun des deux qui fait vendre, dans ce cas-là, tu te retrouves comme Belal, voilà, à faire Exactement. un maximum de fights. C'est pareil, hein, Leon Edwards, avant qu'il ait sa chance contre Kamaru, il était sur une série de victoires genre monstrueuse, mais le mec, il est discret. Son style de combat n'était pas forcément aussi éclatant. Là, tu vois, par exemple, pour moi, c'est ça qui manquait à Manon, c'est vraiment de faire un gros coup d'éclat, tu vois, avec un... Par exemple, si elle avait séché Rose à l'UFC, je sais pas, elle avait claqué un gros KO premier round, tout ça, je pense que là, directement, elle serait allée pour le Mais, titre. mais parfois, il y a justement ce genre de combattants qui parlent pas beaucoup, et parfois, sur leur chemin, ils trouvent l'inverse, l'exact opposé. Par exemple, Conor et Khabib. Khabib, c'était pareil, pas du tout connu, vraiment très, 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 très peu connu du grand public. Et en fait, il a fallu qu'il soit mis face, entre guillemets, à la grande gueule de service Conor, pour que ce soit le duel, en gros, grande gueule contre humilité. Peut-être que Manon, il aurait besoin de ça. Les joueurs n'étaient pas connus du tout. Par contre, ce combat avec Colby, c'est très, très, très bien vendu. Pourquoi? Parce que Colby l'a vendu, tout simplement. Ouais. Colby l'a vendu, Colby a enflammé le public, Colby a mis le feu. S'il n'avait pas fait ça, tout le monde s'en ficherait du combat, on va pas se mentir, c'est pas un combat qui est super intéressant sur papier, hein. Il y a un intérêt à faire ça, il y a un gros intérêt à faire ça, et peut-être que maintenant ce serait bien qu'elle tombe sur une personne comme ça qui soit entre guillemets grande gueule pour faire cette opposition de style en dehors de la cage. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas dans les femmes. Dans les femmes, personne ne parle. Dans les femmes, c'est pas encore développé Il au y point avait, d'avoir ça. dans la catégorie au-dessus, où il y avait Juliana Peña, The Venezuelan Oui, Vixen. mais c'est horrible, son trash talk il est horrible. Voilà, ou sinon, donc il y avait Amanda Nunes. Ouais, il n'y a pas beaucoup de féminines qui prennent la parole pour être trash talk, quoi. Exactement. À l'époque, c'était du Ronda Rousey, etc. Exactement. Mais là, même celle qui reste, ça va être Misha Tate, mais pareil, ça reste relativement discret. Puis c'est du call-out assez, je dirais, assez respectueux, tu vois. C'est pas du trash talk made in Conor ou made in Colby. Exactement. Voilà pour cette annonce de combat d'une de nos pépites françaises à l'UFC. Pour rappel, l'UFC n'a pas communiqué si c'était sur un événement numéroté ou un UFC Fight Night, ni le lieu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes d'accord ou non avec notre analyse, qui pour vous sera la grande gagnante de ce combat, et est-ce que Manon mérite oui ou non justement sa chance au titre. Alors pour moi, totalement. Pour moi, évidemment aussi. Donc voilà, en attendant, passez de bonnes fêtes et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles actus MMA bien croustillantes. À la prochaine. Ciao.